On va continuer notre voyage ensemble cet après-midi. On a la chance d'être accompagné de Claire Roger-Gaillard. Merci d'être là. Claire, vous êtes directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE. Voilà. Et sur cette intervention, vous allez nous proposer d'approfondir les termes du débat. De ce que j'ai compris, on va parler stratégie nationale bas carbone et aussi se poser la question de son ancrage territorial à cette stratégie. On parlera également atténuation, adaptation. Je vous laisse la salle. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un privilège d'être là avec vous aujourd'hui. Donc là, le thème, vous voyez, c'est l'élevage face au défi du changement climatique. Quand on voit le temps aujourd'hui, on voit, il n'y a pas que l'élevage, il y a nous aussi qui devons faire face à tous ces défis. Alors j'espère que je vais trouver la flèche qui va dans le bon sens. Ah ben voilà, donc ça c'est le même titre. Donc je voulais démarrer par, au fond ce qui est important, c'est d'avoir un peu une idée des ordres de grandeur. De partager aussi le fait que l'élevage doit être acteur de la décarbonation, doit s'adapter, mais au fond c'est un secteur parmi d'autres qui doit au fond s'adapter. Donc il y a un certain nombre de définitions que je voulais repartager avec vous, à savoir ce qu'est l'empreinte carbone voilà, pour un pays comme la France. Donc vous voyez, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui est induite par la demande finale intérieure, alors à la fois hexagone et puis outre-mer. Et puis en fait, ça prend aussi en compte les biens ou services consommés produits sur le territoire national, mais également ceux qui sont importés. Et ça fait écho à ce qui a été déjà expliqué ce matin. Et ensuite, les gaz à effet de serre, bon, il y en a plusieurs. Donc pourquoi en fait, on s'intéresse à certains gaz à effet de serre quand on va parler d'élevage et moins à d'autres? Vous voyez ici, il y a ce tableau. On voit que le pouvoir de réchauffement global n'est pas le même. Donc vous voyez, il y a le CO2 qui a un pouvoir de réchauffement de 1, qui est la référence pour le méthane, qui a un pouvoir de réchauffement à 20 ans de 84 et de 28 à 100 ans. Et puis le protoxyde d'azote, dont il a été question ce matin, qui est encore avec un pouvoir de réchauffement climatique encore plus important. Et au fond, l'effort important pour l'élevage, il est porté sur le méthane, parce que vous voyez que si on arrive à le réduire assez rapidement, au fond, on a un effet sur la décarbonation qui va être assez important. Donc vous voyez, ces gaz à effet de serre, c'est les gaz d'origine naturelle ou anthropique, donc liés aux activités humaines. Donc c'est ces gaz d'origine naturelle absorbants et qui réémettent une partie des rayons solaires avec le rayonnement infrarouge. Et donc vous voyez, c'est ce qui est mentionné ici. Donc on a besoin de ce rayonnement lié aux gestes pour que la Terre ne soit pas à moins 18 degrés. Mais en fait, quand il y a trop d'accumulation, en fait, il y a un réchauffement climatique. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un budget carbone, et ce budget carbone, il va dépendre au fond de la température maximum à laquelle on va accepter de faire vivre la planète. Donc vous voyez, on a, en fonction des hypothèses de réchauffement climatique, vous voyez à l'horizon 2050, en fait, on a un budget carbone résiduel. Si on considère qu'on a déjà consommé depuis l'ère industrielle, voilà, ce volume 2495 gigatonnes de carbone, on a un budget résiduel. Et donc ce budget résiduel, il faut arriver à le gérer. Et en fait, ce qui est important, c'est que les hypothèses, en fonction de la température finale, ne sont pas les mêmes sur cette utilisation, sur ce fameux budget carbone. Donc vous voyez ici que les contraintes sur 1,5 degré, comme sur l'accord de Paris, sont beaucoup plus fortes que les contraintes, par exemple, à 2 degrés. Et on en reviendra sur le fait qu'il y a aussi maintenant une trajectoire à 4 degrés, voilà, qui au fond, nous interroge, parce que cette trajectoire à 4 degrés, au fond, ne doit pas nous faire renoncer à la décarbonation. Alors la stratégie nationale bas carbone, elle est là pour répondre au fond à ce budget carbone. Donc vous voyez l'objectif de long terme, la neutralité carbone en 2050 et la réduction de l'empreinte carbone. Ensuite, une trajectoire de décarbonation cible pour y parvenir qui va être fondée sur un ensemble de mesures, évidemment d'hypothèses par secteur. C'est-à-dire les secteurs d'activité doivent tous y contribuer, mais leur empreinte est différente. Et on l'a déjà vu ce matin, même au sein de l'élevage, il y a des filières qui sont plus ou moins émettrices de certains gaz à effet de serre. Et donc ensuite, il y a des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Et donc il y a des tranches de 5 ans. Et donc ces tranches de 5 ans nous définissent un certain nombre de budgets carbone. Donc à 2050, l'objectif, c'est de réduire par 6 les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre 80 millions de tonnes équivalent carbone en 2050. Et pour l'agriculture, on voit qu'on on sera quand même un contributeur, mais on doit atteindre 48 millions de tonnes équivalent carbone. Donc vous voyez, il y a une réduction. 2015, c'était 458, 445 en 2018. Ça a aussi baissé en 2023, on est à peu près à 373.
Alors cette répartition des émissions de gaz à effet de serre n'est pas la même selon les gaz à effet de serre. Et donc ça, ce qui a été dit aussi ce matin, donc il y a une majorité, c'est produit par le CO2. Ensuite, vous voyez 13%, c'est le méthane, près 9%, c'est le protoxyde d'azote. Et vous voyez que les substances pour lesquelles le secteur de l'agriculture contribue, donc vous voyez sur le protoxyde d'azote, alors c'est essentiellement ce qui a été dit ce matin, lié aux cultures en fait, vous voyez c'est 86% de la production est liée à l'agriculture et 71% du méthane est produit par l'agriculture et notamment par le secteur de l'élevage. Donc vous voyez pourquoi en fait on s'intéresse quand même beaucoup au méthane quand on va parler d'élevage. Alors ces émissions de méthane par secteur agricole, donc vous voyez, elles se répartissent sur engins, moteurs, chaudières en agriculture et sylviculture, culture, et puis élevage de l'ordre de 59,3%. Et au fond, les contributions des différentes filières ne sont pas les mêmes. Donc il y a une majorité de ces émissions qui sont liées aux bovins. Ensuite, il y a les porcins et les volailles. Et puis ensuite, il y a autres émissions de l'élevage. Et je ne vais pas m'étendre sur ces autres émissions. Alors ensuite, ce qui est quand même une nouvelle, c'est qu'il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce contexte très contraint, avec des objectifs et des budgets carbone, on voit qu'il y a quand même une évolution des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc vous voyez, ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué de 5,8% entre 2022 et 2023, hors puits de carbone. Et donc le budget carbone est respecté sur la période 2019-2023. Alors évidemment, il y a un petit peu des aléas, et le secteur de l'agriculture y a contribué, comme tous les autres grands secteurs, et vous voyez, le secteur de l'agriculture a réduit de 1,2 million de tonnes équivalent carbone pendant cette période, donc sur ce fameux budget carbone pour la période de 5 ans. Donc vous voyez, le méthane a réduit un petit peu. Ici, vous avez le secteur agricole qui est en bas, et puis le protoxyde d'azote, le secteur agricole qui est en bas, qui reste quand même donc majoritaire dans sa contribution. Donc, alors ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir quelles sont les causes de cette réduction. Et donc entre 1990 et 2022, 16% des émissions de GS pour le secteur agricole, enfin il y a une réduction de 16%, mais c'est aussi beaucoup lié à la diminution des tailles de cheptel. Donc là, la vraie question, c'est de se dire on ne peut pas se contenter d'une décarbonation qui serait liée uniquement à une diminution de la taille des cheptels. Donc vous avez ici cette évolution des effectifs totaux, effectifs total de bovins. Ici vous avez les vaches laitières, vous avez ici les vaches allaitantes, pour lequel le nombre de têtes a un petit peu moins baissé que pour les vaches laitières. Alors la baisse de vaches laitières, c'est aussi lié à une augmentation de rendement, mais bon, tout de même. Et donc vous avez en haut, en 2024, 17,6 millions de bovins, 13,7 millions de porcins et plus de 157 millions de volailles. Donc tout l'objectif, c'est d'arriver à décarboner sans se dire que la seule solution, c'est de baisser effectivement les effectifs. Alors, comment on va pouvoir avancer dans cet environnement de contraintes, mais également d'opportunités. Je reprends les propos de l'ADEME, qui fait ses scénarios et qui dit la décarbonation, ce sont aussi des opportunités. Donc ce ne sont pas que des aspects négatifs qu'il faut avoir quand on va parler de décarbonation. Donc si on regarde au fond les postes d'émission des gaz à effet de serre par l'élevage, donc c'est ce qui est souligné ici en jaune. Donc vous avez l'aspect pâture, la fermentation entérique. Vous avez aussi les aspects fertilisation azotée minérale, et puis ensuite les aspects bâtiments d'élevage, stockage de fumier et de lisier. Donc au fond, si on veut travailler sur la décarbonation, il va falloir travailler sur ces fameux postes d'émission. Donc j'ai mis ici au fond, parce que ça fait partie des références, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles dans ce rapport du SECTEN, et donc la dernière édition a été publiée récemment voilà, c'est cette édition 2024. Alors ce qui se passe, c'est qu'on parle beaucoup de décarbonation, d'empreinte carbone, et puis récemment, là est paru le 25 octobre de cette année, le plan national d'adaptation au changement climatique qui nous met dans une trajectoire un peu alarmante en fait, qui nous dit qu'en 2100 on sera plus 4 degrés, 2050 plus 0,7 degrés, donc il y a cette trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, avec donc ce qu'ils ont appelé un PNA CC3, préparer la France à plus 4 degrés, un projet collectif pour une société plus résiliente et plus sociale. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre ici, au fond, le fait qu'il y a un think tank qui s'appelle le GIS Relance Agronomique et qui a publié très récemment plus 4 degrés, une dystopie. Le regard du GIS Relance Agronomique sur la place de l'agriculture, avec l'idée que plus 4 degrés alors, quelle place pour l'agriculture? L'inaction n'est pas une option. Voilà. Donc c'est un petit peu notre champ de contrainte actuel.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on va parler de décarbonation, il ne faut pas oublier le reste en fait. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a les limites planétaires. Alors elles ont été conceptualisées par un des auteurs autour d'un scientifique qui s'appelle Rockström, qui est sur un centre de résilience qui est basé à Stockholm. Donc au fond, ils ont conceptualisé au fond des limites planétaires. Donc vous voyez, en 2009, il y en avait 7, il y en avait 3 qui étaient dépassés. En 2015, il y en avait toujours 7, 4 qui étaient dépassés. En 2023, pardon, il y en a 9 qui ont été identifiés et 6 qui sont dépassés. Et quand on regarde ces limites planétaires, en fait, il y en a plein qui concernent l'agriculture, notamment l'élevage. Donc ici, quand on va parler de décarbonation, on va parler des gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier les résistances, la biodiversité, le lien entre alimentation humaine et alimentation animale, avec l'usage des terres, la raréfaction en eau, et puis le cycle de l'azote et du phosphore. Donc quand on va parler des transformations de l'élevage, de sa trajectoire, il faut avoir en tête l'ensemble de ces limites planétaires dans lesquelles il faut rester. Donc on est dans cette double vision, c'est-à-dire qu'il y a l'élevage qui est émetteur de gaz à effet de serre, il y a un besoin d'atténuation, donc ça se quantifie à des échelles assez vastes, notamment à l'échelle mondiale à la fin, quand il y a les rapports du GIEC. Et puis ensuite, l'élevage, il subit le changement climatique. Il y a un besoin d'adaptation, et ça va se décliner à l'échelle locale, à l'échelle territoriale. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à regarder ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'évolution de l'écologie des pathogènes et des pressions biologiques qui sont exercées sur les animaux, la résistance à la chaleur et aux fluctuations environnementales, l'accès aux ressources en eau, il y a aussi la qualité des produits. Et donc vous voyez, les enjeux sont très nombreux. Et au fond, ce matin a été un peu évoqué le fait qu'il fallait que les acteurs travaillent ensemble et qu'il fallait au fond avoir une sorte de vision, de big picture, comme on dit, de manière à ce que, au fond, l'ensemble des problématiques soient traitées ensemble. Donc il y a un gros sujet sur l'attractivité du métier d'éleveur, la vitalité économique des systèmes d'élevage et des territoires, la santé et le bien-être animal, avec un usage parcimonieux des antibiotiques, l'efficience à l'échelle des animaux, des troupeaux, des systèmes de l'environnement. Donc souvent, on va beaucoup parler d'efficience quand on va parler de décarbonation, ne pas avoir des animaux qui produisent des gaz à effet de serre qui soient improductifs. Et puis ensuite, aussi la réduction de la dépendance à l'azote et aux protéines importées. Donc au fond, la problématique, elle est vaste, elle est complexe, et c'est important, quand on va parler de décarbonation, de ne pas simplement parler de réduction des émissions. Alors dans ce contexte-là, je voudrais vous rappeler 3 choses sur l'élevage, pour rester simple. C'est que l'élevage nourrit les humains. Voilà, donc il y a des besoins nutritionnels tout au long de la vie. Il contribue à la diversité alimentaire. Et il y a un sujet très sensible, mais qu'il ne faut pas éluder quand on parle des systèmes d'élevage, c'est l'évolution des régimes alimentaires, avec un équilibre dans l'apport des produits animaux et des produits végétaux. Donc il y a des rapports qui explicitent au fond l'apport nutritionnel des produits animaux. Et vous voyez par exemple 2 œufs, c'est 3/4 de litre de lait, c'est 3,8 kg de courgettes. Donc quand on va parler de rééquilibrage des régimes alimentaires, il faut avoir en tête que les consommations doivent aussi s'adapter, et il faut être dans des recommandations nutritionnelles à travailler. Ensuite, l'élevage, il fournit des services. Donc là, je ne vais rien vous apprendre, mais en même temps, c'est important d'arriver aussi à quantifier, à objectiver ces services pour savoir lesquels favoriser et comment les optimiser et les maximiser. Donc vous voyez, tout ce qui est valorisation de la biomasse et des coproduits de l'agro-industrie, non utilisables directement pour l'alimentation humaine. Il y a la production indirecte d'énergie via la méthanisation, il y a la fertilisation organique des sols. Et puis après, il y a les cas particuliers des ruminants et des équins avec la digestion de la cellulose, la valorisation des prairies de longue durée, puits de carbone, et puis l'ancrage territorial aussi, avec l'entretien de territoires qui ne permettent pas une production végétale à destination directe de l'alimentation humaine, et puis la valorisation de systèmes, par exemple les systèmes agro-pastoraux et des systèmes et des espaces fragiles. Et j'ai discuté récemment avec un collègue allemand, et par exemple dans le sud de l'Allemagne, il y a des endroits où il n'y a plus assez d'élevage, et au fond il y a des paysages qui se détériorent, et il y a un vrai problème de prairies permanentes. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de scénario au fait, de prospective qui boucle correctement les cycles biogéochimiques sans élevage. Donc voilà, il y a une question d'équilibre, et puis il va y avoir aussi une question de localisation des élevages, et puis d'optimisation des services qui sont rendus par l'élevage.
Et puis ça, c'est très mis en avant par notamment l'Animal Task Force, hein, qui est une instance de réflexion à l'échelle européenne. Et vous voyez, l'élevage, c'est aussi un maillon de la circularité durable des systèmes agroalimentaires. Donc, ce qui va être important, c'est de bien penser la performance des systèmes d'élevage en incluant santé, bien-être des animaux, et puis des systèmes climato-intelligents et diversifiés. Le lien entre l'élevage, les productions végétales, et ça a été rappelé ce matin, le lien au sol, et le fait qu'avoir des... Et c'était l'initiative 4 pour 1000 là, qui a été mentionnée ce matin. Et puis ensuite, repenser les liens entre l'élevage, les produits issus des animaux et la consommation des produits animaux. Et donc il y a des équilibres qui sont à trouver selon les contextes territoriaux, et puis évidemment aussi des choix politiques avec un appui des politiques publiques qui est à mettre en place. Alors parmi les leviers d'action, je vais prendre les deux exemples du protoxyde d'azote et du méthane. Donc vous voyez que si on veut avoir des leviers d'action pour l'atténuation, et donc les recherches et les innovations portent notamment sur ces différents volets. Donc il y a la réduction de l'apport d'azote aux cultures et au fond l'optimisation de la fertilisation azotée liée aux apports organiques avec les fumiers des animaux, et donc ne plus considérer les lisiers et puis au fond les déjections animales comme étant des déchets, mais comme étant aussi des ressources. Ensuite, il y a tout ce qui peut être fait sur la diminution des excédents d'apport protéique dans les rations animales, l'autonomie protéique végétale via des légumineuses, et donc là il y a un plan protéines végétales qui existe, et puis après tout ce qui est aussi gestion des résidus de culture. Et si on va regarder le méthane, parce qu'au fond c'est là où il se passe aussi beaucoup de choses, notamment chez les bovins, c'est donc il y a au-delà de l'amélioration de la gestion des effluents, c'est l'optimisation de la conduite des troupeaux pour limiter la fermentation entérique via les ajustements de l'alimentation animale. Et donc là il y a été mentionné ce matin là par exemple Bovaer, enfin il y a des additifs alimentaires qui peuvent réduire de l'ordre de 30 à 40% la production de méthane chez les ruminants. Et puis il y a la sélection génétique qui permet d'identifier en fait des reproducteurs dont on connaît au fond la capacité d'émission de méthane par leurs descendants. Donc en espace de 10 ans, il est prévu de pouvoir réduire de 10% la production de méthane. Et puis il y a un gros enjeu sur la réduction du nombre d'animaux non productifs. Et donc c'est lié à la longévité, c'est-à-dire avoir des animaux qui puissent être productifs pendant plus longtemps, l'âge au vélage. Qui peut être plus précoce et raccourci de presque 1 an. Et puis aussi un petit sujet sur la stature des bovins, parce qu'au fond, ils pourraient produire de manière assez performante en étant un petit peu moins volumineux et au fond moins producteurs de méthane. Pour terminer, parce que peut-être que j'ai déjà été un petit peu longue, vous avez ici en fait un petit panorama des recherches qui sont sources de résultats et qui permettent d'avancer sur des solutions. Donc c'est un dossier de presse qui est sorti récemment par INRAE sur l'élevage face aux défis du changement climatique. Donc vous voyez au fond il y a toute une série de recherches qui va permettre de travailler sur l'amélioration des services environnementaux rendus par les élevages. Parce qu'en fait, quand on va parler de décarbonation, il va falloir aussi bien quantifier les services environnementaux rendus par l'élevage pour pouvoir aussi, ce qu'on espère un jour, pouvoir les rémunérer. Ensuite, il y a tout ce qui est le pâturage, la polyculture élevage, accompagner les éleveurs face à l'évolution de leur métier, la reconduction des filières animales et végétales, le développement de labels de qualité, et puis la sélection génétique, et puis le développement d'aliments aussi éco-responsables pour les animaux. Et là, on va s'intéresser plus aux filières, par exemple les filières poissons, dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais également les filières de monogastriques. Voilà, donc je vous incite à regarder sur ce dossier de presse un certain nombre d'exemples. Et puis, je vais vous remercier pour votre attention. Merci Claire pour cet exposé très stimulant. J'imagine qu'il suscite chez vous un certain nombre de questions. N'hésitez pas à intervenir. Je remercie Claire là pour son intervention très stimulante et voilà, je veux vous rendre le micro si vous avez des questions dans la salle.
ou des remarques. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Et j'avais une question par rapport au puits de carbone. Est-ce que ça a été quantifié, du coup, l'impact de l'agriculture dans ce secteur-là par rapport aux autres secteurs, par rapport à l'industrie ou autre? Alors, je pense qu'on n'est pas très bon pour... alors, il y a sûrement des évaluations, mais je crois qu'on n'est pas très bon pour être précis sur quelle quantité de carbone on remet dans les sols en fonction de la quantité de lisier, par exemple, que l'on va épandre sur un sol. Et ça, c'est typiquement une question qui est à instruire de manière à pouvoir bien valoriser les services rendus, pour être précis en fait sur ces quantifications de services rendus, notamment sur les sols par la séquestration de carbone. Mais il y a des chiffres, je ne pourrais pas vous les donner, parce que mais ils passent du genre de 5 à 40, quoi. Donc ils ne sont pas très précis. Mais c'est une question très importante, vous avez bien raison de la poser. À un moment, il faut qu'on arrive à quantifier les services, parce qu'on est souvent dans le listing de tous ces services rendus, et au fond, arriver à les quantifier précisément pour savoir, au fond, quelles sont la part de chacun de ces services pour avoir un service global, ça c'est quelque chose qui est important à adresser, effectivement. Oui, bonjour. Ça marche ? Ça marche. Vous avez parlé un petit peu à la fin des leviers pour décarboner l'élevage, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en est de la place des énergies renouvelables, par exemple l'installation d'agrivoltaïsme sur les parcelles pour décarboner, pour participer à la décarbonation. Oui, ça en fait partie, et donc il y a pas mal de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que quand on va dire qu'il faut, le métier d'éleveur va évoluer, c'est-à-dire que l'éleveur il va aussi produire de l'énergie, et donc il y a des panneaux photovoltaïques par exemple qui vont être posés sur des parcelles, là où il peut y avoir des pâtures d'animaux, et également sur les bâtiments d'élevage. Puis après il y a toute la méthanisation avec les méthaniseurs. Donc vous avez raison, ça fait partie aussi de la nouvelle manière de produire de l'énergie. Parce que c'est peut-être plus le sujet de la table ronde qui vient, mais j'ai cru comprendre que c'était très compliqué d'installer de l'agrivoltaïsme, c'était pas forcément bien reçu, notamment par certains syndicats d'ampleur, et qu'en plus c'était très sujet aux fraudes. Donc en gros, pour le moment, c'était difficile à développer, quoi. Bah écoutez, là je peux pas me prononcer pour, au fond, les difficultés qui peuvent exister à certains endroits. Je pense que dans votre question, on va rejoindre le côté solution locale, c'est-à-dire qu'il va y avoir au fond des décisions prises à l'échelle de territoires, d'espaces dédiés, et au fond c'est comme ça que ça va pouvoir être réfléchi le mieux, et avoir une solution qu'on va considérer comme étant applicable partout, par exemple en France. Bah c'est probablement pas comme ça que ça va se définir. Donc il y a peut-être des endroits où ça pose des problèmes et des endroits où ça sera possible. Mais qu'il puisse y avoir, alors ça des fraudes, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais qu'il puisse y avoir sur certains territoires des difficultés, bah c'est vrai pour beaucoup de sujets, dont celui-ci, effectivement. Merci. Merci pour la présentation. Sur l'une des diapos d'évolution des concentrations en CH4 et protoxyde depuis plusieurs années par secteur, il y avait pour le protoxyde d'azote eu un graphe bleu qui était où il y avait beaucoup de concentration il y a plusieurs années, et on est réduit à néant quasiment aujourd'hui, et je ne voyais pas sur la légende quel secteur c'était et comment ils ont fait pour réduire d'autant. Je crois que c'est surtout les secteurs industriels, et en fait pour l'agriculture, au fond c'était plutôt dans ce secteur-là, on voit que nous en fait on a une contrainte assez forte, et c'est pas le secteur qui réduit le plus. Oui, bonjour, Laurence Fontaine du Centre national d'agroécologie. Je voulais rebondir sur la question sur les puits de carbone, ça m'en suscitait une autre, et puis surtout parce que ce matin, Briac avait parlé de reforestation, c'est un puits de carbone, et là je me posais la question sur le rôle des prairies, et quel type de prairies, et comment, et donc est-ce qu'il y a des recherches en cours là-dessus, parce que là du coup, au-delà de l'élevage subit le changement climatique et émetteur, c'est aussi une partie de la solution, enfin vous l'avez bien dit avant. Et puis merci au passage d'avoir rappelé qu'il n'y a pas que la décarbonation, il y a toutes les limites, c'est important. Merci.
Oui, bah vous avez raison. Il y a beaucoup de travaux sur les conduites au pâturage et comment, comment optimiser au fond la diversité aussi prairiale. Et les prairies permanentes, il y a un énorme enjeu de les maintenir, parce que d'abord ce sont des puits de carbone, mais aussi des sources de biodiversité. Et il y a quand même il y a beaucoup de travaux qui sont conduits pour arriver à maintenir des bovins et des ruminants le plus longtemps possible au pâturage. Et il y a des expérimentations où les animaux sont maintenus toute l'année au pâturage. Et l'entretien de ces prairies-là, c'est aussi un enjeu de recherche, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça d'entretenir une prairie permanente, de savoir exactement combien de temps les animaux doivent pâturer, quand est-ce qu'il faut les mettre en rotation, combien d'animaux il faut mettre sur une parcelle. Et il y a des vrais enjeux de recherche à la fois sur les animaux, mais également sur l'entretien de la prairie. Bonjour. J'ai 2 questions en une. C'est la première, j'ai vu que vous aviez annoncé... pardon. Nicolas de la Roche, Labéry. Une diminution de 16%, je crois, du carbone sur les élevages bovins liés... Oui. En général, hein, oui. En général sur l'agriculture, liée à la décheptalisation. Je ne crois pas qu'on ait eu une diminution de la consommation de viande au même niveau, donc on est vraiment purement sur de l'émission et pas de prise en compte de la compensation sur la production dans d'autres pays, ce qui interroge. Et la deuxième chose aussi, c'est vous parlez que l'élevage bovin est beaucoup plus consommateur producteur de carbone, alors que paradoxalement, c'est le seul élevage qui est hors sol dans les modèles que vous nous avez présentés. Et on se dirait, tiens, entre l'entretien des pâtures, le fait qu'il n'y ait pas de chauffage de bâtiments, qu'il n'y ait même pas de construction de bâtiments en partie par rapport à d'autres élevages, paraît contre-intuitif. Est-ce que justement, comment est-ce qu'on a l'impression... Enfin, moi, ça m'interroge sur le calcul des émissions carbone sur l'élevage, et notamment bovin en particulier, et de se dire comment est-ce qu'on peut comparer ça, où on ne prend pas en compte la consommation, mais seulement la production, et que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, finalement, c'est que le bilan carbone de la pâture en puits de carbone est hyper difficilement intégrable, quoi. Voilà, forcément, la comparaison avec d'autres modèles d'élevage est un peu plus difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que... je dirais que par rapport, vu comment les ruminants sont très forts émetteurs de méthane, c'est un peu la manière de répondre assez rapidement à une baisse de production de méthane. Donc c'est notamment dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la réduction de méthane par les ruminants. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des émissions indirectes qu'il faut prendre en compte aussi sur les élevages monogastriques, et c'est là où il y a des travaux qui sont conduits sur leur alimentation. Sur le fait de recoupler les systèmes de production végétale, de recoupler leur alimentation à plus forte proximité de là où ils sont produits. Voilà. On a quand même, si vous voulez, je suis pas sûre de bien... De ce que je comprends de votre question, c'est que vous avez l'impression qu'on met un peu trop de poids sur l'effort à faire sur les bovins par rapport aux autres espèces. C'est un petit peu ça. Voilà. Bon. Après, si vous voulez, si on regarde l'effet méthane, il est essentiellement produit par les ruminants, et il y a en fait un certain nombre de solutions qui peuvent être appliquées actuellement. Donc l'effort est produit beaucoup là-dessus, mais il y a aussi un effort qui est produit sur l'alimentation qui est fournie aux monogastriques. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre pas mal en avant les efforts qui sont faits sur les ruminants. Et il y a un gros projet Méthane 2030, par exemple, qui traite essentiellement des solutions pour réduire rapidement les émissions de méthane par fermentation chez les bovins. Mais il n'empêche que, en tout cas à INRAE, il y a aussi beaucoup de travaux conduits sur l'alimentation des monogastriques et le fait qu'il y a des émissions indirectes. Mais ce n'est pas les plus forts émetteurs, effectivement, quand on va parler que de décarbonation. Et c'est pour ça que c'est important quand on veut parler de transformation de l'élevage, il ne faut pas parler que de décarbonation, il faut parler de l'ensemble du système.